Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'analyse technique sur Bitcoin. On va analyser très en profondeur la stablecoin dominance, parce vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à regarder au niveau des structures. Et puis, on va aller parler du procès de XRP contre la SEC, puisque j'avais dit que j'en parlerais, que je ferais une vidéo un petit peu plus approfondie dessus. Donc là, c'est dimanche, on va prendre le temps de le faire. Et vous allez voir que c'est très important, vraiment, parce que ça détermine l'avenir et le futur des cryptos dans leur ensemble. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. On passe en partage d'écran, analyse donc sur Bitcoin. Bon là on est en weekly, vous voyez que on a fait une semaine de hausse consécutive. Ici vous voyez que le prix semble prendre un petit peu une pause. Et je reviens en weekly ici, vous voyez les volumes c'est bien, on est sur des volumes vraiment ici ascendants, un petit peu comme ce qu'on avait fait voilà sur ces points là, donc mars 2020, vous voyez qu'on est quand même sur des volumes assez conséquents, donc ça c'est plutôt une bonne chose sur le weekly. En weekly le momentum est bon, hein, je vous le dis tout de suite, tout semble être plus ou moins dans les clous, tout va bien. Néanmoins en daily on voit que le prix va prendre une pause probablement ici, d'abord parce qu'on a une potentielle divergence baissière ici en formation sur le RSI, ensuite parce que en daily vous voyez que sur MACD, donc le MACD, on est en train de faire des mouvements de moins en moins puissants à l'achat, encore que tout ça peut se retourner, hein, et celui-là peut repartir, là on n'est pas du tout sur une fin de mouvement, tant qu'on croise pas le zéro, ça sera pas le cas, mais sur le stochastique, on est en train de croiser ici, donc ça pourrait être un signal que on va aller faire un tour au 50, ou alors même au 28, voire carrément en zone de survente. Vous voyez que aller au 50, ça nous donnerait plus ou moins 19 000 $, enfin, ici c'est pas comparable, mais vous voyez ce que je vous dis en termes de... Ici pareil, on était au 50, 19 000 $, et ici on a refait un tour au 50 autour des 20 500, donc là si on retournait au 50, on pourrait imaginer que ça nous dirait 22, et si on retournait dans la zone de survente, on pourrait imaginer que ça nous donnerait quelque chose autour des 20K. On va pas faire les news aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas vous voyez que en daily on semble vouloir souffler, et si je vous mets le 4 heures, vous voyez accumulation de divergence ici baissière, donc voilà on a pas mal de signaux qui nous disent il va peut-être y avoir une temporisation, je vous en parlais déjà hier. Ici pareil on croise bearish en 4 heures, Williams qui sort de son état de stupidité. Et en daily, pour moi, un des gros signaux, ça sera quand Williams va tout simplement ici réintégrer la zone. Vous voyez que j'ai mis une alerte ici quand ça sonne. Voilà, pour moi, ça sera un bon signal que potentiellement on est baissier. Donc je vous dis pas de rentrer en short, je vous dis pas de vendre vous BTC. Je vous dis que BTC va prendre un peu d'air là ici. Et voilà, jusqu'où ça ira pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a potentiellement essoufflement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, sur cette bougie-là, par exemple, on était à 24 668 $ au plus haut. Et personne à ce moment-là ne voulait de BTC à 24 669 $. Donc il faut voir les choses ici comme ça. Le prix n'est que la résultante d'une conviction de déséquilibre entre l'offre et la demande. On a fait le technique pour Bitcoin. On va aller voir cette charte hyper intéressante. Je vous ai construit un petit ratio sympa et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Hop, on se met ici donc sur ce ratio-là. Et qu'est-ce que c'est que cette charte-là que je vous montre? C'est tout simplement un ratio que j'ai construit de stablecoin dominance. Alors comment j'ai fait? J'ai fait tout simplement la supply du SDT plus la supply du SDC divisé par la market cap total crypto, ça nous donne un ratio. Un ratio, vous voyez que là on était monté à 16%, en ce moment on est autour des 11%, donc voilà, c'est un ratio. Ensuite, ici, ce qu'il faut capter là dans l'histoire, c'est que je suis en log. Si je vous mets en arithmétique, on a un biseau qui a cassé vers le haut. C'est même plutôt propre également en arithmétique, mais là je suis en log moi. Donc ici, on pourrait faire un retest ici au 10% pour le fin du biseau. Mais comme on regarde quelque chose depuis 2018, autant se mettre en log, puisque c'est vraiment ici une progression au pourcentage qu'on va voir, parce que si on compare les prix, c'est assez compliqué, voilà. On est sur un ratio quand même, on se met en log, on voit ce magnifique canal haussier ici, vraiment il est super propre, et du coup on va analyser les points où on touche le haut du canal et les points où on touche le bas du canal. Comment on va analyser ça? Tout simplement, on va se rajouter ici le prix du Bitcoin en bas. On va essayer de se mettre à peu près en face. Là, quelque part par là. Hop, voilà. Bon, ici, vous voyez que on est au 14 décembre, ici. Alors, pardon. Oui, du coup, voilà, c'est ça, je n'étais pas en face. Hop, c'est là. Hop, voilà. On est ici au 14 décembre.
Qu'est-ce qu'on a sur le... C'est pas grave, on va pas faire le zoom pile poil pour... Il faudrait qu'en fait je dézoome, je pense, voilà, que je me mette... on est au 14 décembre. Haut du canal, qu'est-ce qu'on touche? Le plus bas de décembre 2018, d'accord? C'est vraiment pile poil le plus bas, c'est relativement normal, hein. Ici, on est au 25 juin, où est-ce qu'on est? On est à l'ATH de 2019, enfin l'ATH, le nouveau plus haut qu'on avait fait en 2019. Ici, 12 mars 2020, pile poil le crash Covid, vous voyez qu'on remonte toucher le haut du canal. Ici, on remonte toucher le haut du canal une nouvelle fois, je vais m'écarter un petit peu ici parce que j'y vois rien. Là, voilà. Ici on retouche le haut du canal une nouvelle fois et vous voyez qu'on est pile poil au petit plateau qu'on avait fait juste avant le bull run de 2020-2021. Ici on va au bas du canal, vous voyez que c'est le premier ATH, on retourne en haut du canal même si on l'a pas touché réellement, on a quand même fait une jolie hausse ici et on est quasi au plus bas de cet été, notamment au deuxième, là ici on est pile au plus bas. Ensuite... Ici, on redescend en bas du canal, on est au deuxième ATH, et là, on remonte en haut du canal, même si on l'a pas réellement touché, on peut imaginer qu'on a trouvé ici un plus bas, et on est au bottom des 17 600 $. Donc, est-ce qu'on a trouvé un bottom aux 17 600 $? Selon cet indicateur, oui. Après, on pourrait très bien casser ce canal, on pourrait très bien également, là, aujourd'hui, faire quelque chose qui fait comme ça, et revenir vraiment faire la vraie touchette, hein, ce qui nous donnerait probablement ici un 10 ou 15 000, c'est pas vraiment la question du moment, c'est tout simplement... Analysez la stablecoin dominance et vous comprendrez où va le marché. Et pour analyser la stablecoin dominance, tout simplement vous analysez son sens, là, ici, pour vous positionner en long, en short ou en fonction de ce que vous voyez ici. Donc voilà, c'est un très bon indicateur ici et c'est pour ça que je la suis moi quasi tous les jours. Plutôt que d'avoir les yeux rivés sur le dollar comme font certaines personnes qui ont pour moi pas vraiment compris. Enfin, le dollar est un... Je vais pas faire une vidéo d'une heure ici, mais le dollar, oui, c'est un indicateur du cash, bien sûr, mais c'est surtout en ce moment un indicateur du fait que l'euro est complètement à la masse, parce que 60% du Dixie est tout simplement pondéré sur l'euro-dollar. Donc voilà, c'est juste ça. Pour moi, on n'a pas de corrélation inverse avérée sûre entre Bitcoin et le dollar. En ce moment, c'est le cas, donc on suit effectivement le Dixie pour essayer de voir où va Bitcoin. Mais pour moi, suivez ça déjà et vous aurez beaucoup plus de pertinence dans ce que vous regarderez. Voilà, on a fait le tour là, je pense, sur cet indicateur. On a fait le tour sur BTC, USDT. Donc probablement un peu d'air ici, vous le voyez sur BTC, USDT. C'est quelque chose qu'on va suivre vraiment de près. Et puis on risque, voilà, ici de faire une pause. Alors si on repart beaucoup plus fort, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a eu une narration, il y a eu quelque chose, il y a eu quelqu'un qui s'est dit bon bah c'est un bon point d'achat, ou alors tout simplement les market makers se sont réveillés en disant bah le chemin de moins de résistance, il est plutôt ici vers le haut, donc on va aller liquider du shorter. Ici on va en profiter pour faire rapidement le sentiment. Vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé pour moi globalement. On va descendre un petit peu ça là, voilà. Hop, voilà. Pour moi, globalement, sur toute cette session-là où on a le nombre de contrats qui augmente, donc l'open interest qui augmente, sur le début, on a une diminution. Donc là, on avait eu principalement du shorter qui était rentré. Ici, ça diminue au niveau du nombre de contrats. Donc ça, c'est des prises de profit, des choses comme ça, puisque vous voyez que le prix... latéralise. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement que ici on avait aussi un shorter qui était rentré fort. Ici on avait eu un niveau de long, puisque vous voyez sur la fin de hausse de l'open interest, et ben on a le funding qui augmente également, donc il y a un léger niveau de long à prendre ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement on avait accumulé du shorter ici, et malheureusement au moment où le prix ici se retourne, donc au moment où on short squeeze tout ce qui avait été accumulé jusque là, eh bien on a beaucoup de longueurs qui rentrent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un très joli Bart Simpson, vous le voyez sur le prix, et également sur l'open interest, on revient au point de départ, c'est-à-dire que on punit à la fois tous les shorters qui étaient rentrés là-dedans en faisant le short squeeze, et on punit tous les longueurs qui étaient rentrés tardivement ici sur ce mouvement-là en faisant le long squeeze dans l'autre sens. Donc voilà, rien à dire de plus pour moi sur le sentiment ici, sur l'order flow. Ici vous le voyez, hein, le Bart Simpson, on le voit très bien, on était monté ici à 17 milliards et on est redescendu à 12 milliards en faveur des longueurs. Si jamais on devait nettoyer ici tous ces longueurs qui sont ici dans la place, on pourrait faire un dip ici autour des 21, voilà. 19 est toujours plus ou moins dans les tuyaux, mais ça me paraît difficile, vu le CVD au spot, de réellement retourner au 19. Donc voilà, faire une temporisation au 21. À partir de quel moment on ferait vraiment un plus bas? À partir de 20 600, vous le voyez là ici, donc voilà, si jamais on allait à 21, on serait pile poil 21 400,
Ouais, on serait plutôt ici sur ce support-là, donc on casserait un petit peu, on ferait une déviation sous le flag là. Bon, voilà. Globalement, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Si c'est pas le cas, on va juste latéraliser, c'est-à-dire que cette perte de momentum là, elle veut dire qu'on va rester au même prix et on va s'ennuyer un petit peu sur la journée de ce dimanche et le début de semaine prochaine. À ce moment-là, on latéralise et puis après on casse soit en haut, soit en bas. Le procès SEC contre XRP. Alors, juste simplement, pourquoi je vous parle de ce procès-là et pourquoi c'est important? Pour moi, il a amputé une partie du bull run qu'il y avait ici. Pourquoi? Parce qu'il a empêché une partie des institutionnels de rentrer par peur de la régulation. Et ici, on ne parle pas de régulation, on parle de procès, et c'est deux choses différentes que je vais vous mettre en avant. Le procès, il a commencé le 22 décembre 2020, donc par ici, globalement, voilà, exactement par là. Dans toute cette zone-là, là, cette petite zone où on avait un petit peu latéralisé. Il a commencé là, et globalement, ça s'est pas très bien passé pour XRP, puisque on a dit à XRP, bah, vous avez illégalement levé 1,3 milliard d'euros. Et XRP n'a rien de différent des autres cryptos, c'est juste eux qui ont été choisis un petit peu au hasard, parce qu'il y a eu XRP était relativement centralisé aussi, et XRP était un projet qui était plus ou moins aimé par les banques réellement, et qui était plus ou moins aimé par le secteur financier. C'était un peu le mal aimé pour les investisseurs crypto et le bien aimé, on va dire, des banques et du secteur financier, parce que tout simplement, il permettait aux banques de s'envoyer de l'argent, etc., de communiquer entre elles, et c'était vraiment un projet qui était excessivement institutionnel et institutionnalisé. Donc du coup, on a tapé vraiment sur le projet le plus institutionnel ici pour pouvoir faire mal. Et qu'est-ce qui s'est passé globalement? Et ça, je vais vous expliquer le système, plus ou moins. Aux États-Unis, vous avez deux gros bureaux qui historiquement font légion, font les lois tout simplement sur les marchés d'investissement. En gros, vous avez le CFTC, donc le Commodity Future Trading Commission, qui est tout simplement un bureau qui va vous permettre de régler, je sais pas, la vente de pétrole, la vente d'orange, les biens et services, hein, en gros tout ce que vous mettez sur le marché et qui globalement est du bien et service. Et vous avez la SEC qui va plutôt ici mettre sur le marché des securities, c'est-à-dire tout simplement des parts de propriété d'une société, des contrats d'investissement, ce genre de choses, voilà. Globalement, ces deux bureaux sont les deux qui régulent, on va dire, la bourse. Vous l'aurez compris que les commodités, bah, c'est tout simplement, voilà, tout ce qui est biens et services. Et puis de l'autre côté, les sécurités, c'est tout ce qui est, on va dire, plus basé sur l'investissement. Historiquement, comment ça se place, tout simplement, à l'époque de la révolution industrielle. Vous aviez un gros marché qui était le marché agricole. Et donc là, on parlait des commodities, donc c'était facile de dire, bah ça c'est du blé, ça c'est des oranges, ça c'est voilà ce que vous voulez. Et d'un autre côté, pendant la révolution industrielle, vous aviez les énormes investisseurs qui étaient ceux des chemins de fer et qui du coup ici avaient besoin d'argent pour mettre sur le marché un service. Donc on s'est dit, bah, on va créer un autre bureau pour ces investisseurs-là. C'est à l'époque où le Dow Jones a été créé. Le Dow Jones était d'ailleurs principalement basé sur les indices de chemin de fer, les 5 ou 6 compagnies de chemin de fer qui étaient les plus grosses aux États-Unis. Et ici, on était totalement dans du contrat d'investissement, tout était limpide. On avait deux bureaux, un pour les commodités, donc l'agricole, et un pour les sécurités, donc les chemins de fer. Avec le temps, tout ça a évolué, bien entendu. On est resté avec ces deux bureaux, et c'est tout à fait normal. Et puis, qu'est-ce que nous dit la SEC, tout simplement, dans le procès contre XRP? La SEC nous dit, bah, pour nous, c'est ce qu'ils ont fait, c'était une levée de fonds. Donc globalement, je vais vous reprendre ici on va dire dans son ensemble, hein, on va dire le procès. On va essayer de passer rapidement quand même et de pas non plus y passer 50 ans, mais c'est pour vous expliquer les tenants et les aboutissants ici de ce procès, si je trouve le bon article. Non, c'est pas celui-là. Oui, voilà, oui, globalement. Non, je crois que c'est pas celui-là non plus, désolé. C'est le CNBC, voilà, c'est celui-là. Globalement, tout simplement, la SEC dit, vous avez levé 1,3 milliard depuis 2012, et vous auriez dû, théoriquement, faire une application à la SEC et faire un contrat d'investissement pour chacun des investisseurs qui a investi sur votre société, puisque tout simplement, vous vous êtes enrichi grâce à cette société-là. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a plusieurs choses. Il y a, est-ce que les cryptos, est-ce que les digital assets sont des commodités ou des sécurités? Ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, historiquement, il y avait déjà eu une jurisprudence qui avait plus ou moins traité ce point grâce à un test qui s'appelle le test Dewey.
Et le test de oui était en gros une manière de dire vous avez un certain niveau de décentralisation qui fait que et c'était pour les oranges à la base je crois, enfin c'était quelque chose comme ça, vous avez un certain niveau de décentralisation qui fait que effectivement vous êtes une commodité, vous n'êtes pas une sécurité. Et là en l'occurrence la Fed dit tout simplement bah, nous on a engagé des experts etc, on a fait un test de oui avec vous et on s'est rendu compte que, enfin c'est ce que le juge devrait statuer si vous voulez, théoriquement ils disent au juge regardez si vous faites un test de oui XRP était suffisamment centralisé pour être classé comme une sécurité. La réponse d'XRP, c'est de dire nous ne sommes pas un contrat d'investissement. Nous n'avons jamais rentré ce type de contrat avec nos investisseurs, etc. Deuxième chose, c'est tout simplement de dire, nous, la SEC n'est pas compétente à la fois sur le marché américain, mais même sur le marché global. Ensuite, de dire, bah, la SEC décide des gagnants et des perdants, puisque Bitcoin et Ether n'ont pas été considérés comme des transactions de securities. Et puis, vous avez menti sur les faits, vous avez présenté les faits d'une manière différente que ce qu'ils sont réellement. Donc, du coup, voilà la défense plus ou moins de XRP. Ça, c'est un article qui est assez vieux, mais c'est pour vous donner un petit peu la chronologie au départ. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tout simplement, le juge a effectivement refusé plus ou moins ce test d'OI, etc. Certaines personnes ont demandé à faire un test d'Inman, qui est un autre test. Alors, j'ai pas exactement, sur les tests, j'ai pas exactement les tenants et les aboutissants de ce qui en est sorti, mais en gros, voilà, c'était ça un petit peu l'idée, c'était d'aider le juge à avoir une position en fonction de la jurisprudence précédente, mais aussi en fonction de son intime conviction par rapport à XRP. Et vous comprendrez ici que même si Bitcoin devient un enjeu électoral aux États-Unis, ça ne veut pas dire que le juge ne va pas choisir une direction qui n'est pas celle du politiquement correct. Admettons que l'administration Biden, on l'a vu, caresse plutôt en ce moment les cryptos dans le sens du poil. On l'a vu sur la régulation, c'est plutôt, on s'attendait à une forte régulation et en fait on est plutôt sur de la protection des investisseurs et on va dire plutôt sur de la régulation des stablecoins algorithmiques. Globalement ici sur la SEC contre Ripple, c'est pas du tout le cartel politique. Quand je dis cartel, ça n'a rien de péjoratif, mais c'est pas du tout le district politique qui va avoir tout simplement la main, sauf s'il y a des pressions sur le juge, mais ça théoriquement c'est pas censé arriver. Ça va être plutôt bien entendu le district juridictionnel, voilà, le juge quoi, tout simplement. Donc on a une personne ici qui a plus ou moins le sort des cryptos entre ses mains. Vous comprendrez que si on marque ici, une jurisprudence où Ripple perd son procès, ça veut dire que derrière on peut très bien attaquer Ethereum, on aura plus ou moins, les États-Unis auront tout simplement un niveau de vérification pour les cryptos qui dira bah, soit t'es une commodité, soit t'es une sécurité. Mais en gros, ce que demande la SEC, c'est d'avoir effectivement à chaque fois qu'il y ait un test qui soit fait en disant est-ce qu'il y a suffisamment de décentralisation ou pas. S'il n'y a pas suffisamment de décentralisation, à ce moment-là, nous sommes compétents. Donc voilà, entre-temps, ça s'est rejeté la balle, il y a eu des histoires d'emails aussi, c'est-à-dire que la SEC, globalement, Ripple disait, regardez, on a eu des emails avec la SEC, on a retrouvé des emails, etc., où on nous disait qu'on n'était pas une sécurité, donc comment voulez-vous, donc je voudrais que ces pièces soient apportées au dossier, ce à quoi il y a eu une motion, parce que tout simplement, la SEC dit, bah non, c'est des emails de travail, c'est professionnel, on n'a pas le droit de les montrer, etc., et ce à quoi finalement, la juge a dit bah si, montrez-nous ces documents, et donc la SEC est en train de gagner du temps là pour ne pas avoir à montrer ces documents tout de suite. Donc on va de petite victoire en petite victoire pour Ripple, mais la SEC arrive vraiment à chaque fois à reculer l'échéance. Comment va finalement se terminer ce cas ? En gros on a une juge qui a énormément de pouvoir entre ses mains là ici, et qui a vraiment ici le sort d'une bonne partie des cryptos entre ses mains, c'est ça qu'il faut comprendre pour moi. Et ici, en gros, sur les deadlines, pour vous donner un petit peu des idées sur qu'est-ce qu'il peut se passer au niveau de la juridiction, on a tout simplement une des premières motions qui peuvent être déposées jusqu'au 13 septembre, et vous voyez que hier, je crois que ça s'est passé hier, c'est pour ça que je fais d'ailleurs même un sujet sur Ripple. Hier, la SEC a effectivement déposé une motion pour gagner du temps. Donc on va sûrement en avoir plusieurs qui vont être déposées d'ici le 13 septembre 2022. Donc on pensait avoir ici plus ou moins des réponses cette semaine. Et en fait, pas du tout. On aura ici un report, vraisemblablement jusqu'au 13 septembre 2022. Ensuite, suite à ça, Ripple pourra répondre aux motions que vont déposer, toutes les motions qui vont être déposées par la SEC. Ripple pourra y répondre jusqu'au 18 octobre. Et
en fait, tout ça sera plus ou moins décidé en termes de motion. Je parle pas de... mais en gros, autour du 15 novembre 2022. Donc on aurait vraisemblablement, d'ici la fin de l'année au moins, des réponses sur quel est le sort des cryptos finalement. Et vous comprenez que ça fait 2 ans que ça dure. Ça va être un cas qui va faire du 22 décembre 2020 jusqu'au probablement décembre 2022. Mais là, on arrive à la fin puisque tous les recours ne seront plus possibles. Donc le juge va devoir tout simplement ici statuer à la fin. C'était très long monologue, excusez-moi, et du coup je suis pas vraiment expert là-dedans, mais je pense que c'était important ici de comprendre que ça va donner ici une dimension au crypto et ça donne une dimension de régulation qui n'est pas du tout celle, en fait si vous voulez, c'est beaucoup plus facile d'être dans ce bureau-là, d'avoir ce bureau-là comme étant compétent, parce que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de choses à faire, etc., que d'avoir celui-ci. Celui-ci, en gros, la SEC, ça voudrait dire vraiment devoir, à chaque fois que vous vendez un coin, remplir un contrat d'investissement, etc. Ça voudrait dire que presque, c'est pas tenable, si vous voulez, au niveau des complications. Ça voudrait dire que c'est vraiment quasiment pas tenable pour un coin que de pouvoir se lancer. Donc la grande question c'est est-ce que c'est plus ou moins du crowdfunding, c'est-à-dire est-ce que quand vous lancez un coin vous essayez de vous enrichir via votre propre projet, ou alors est-ce que ce que les gens achètent c'est finalement des biens et services en achetant plus ou moins un coin, est-ce qu'ils achètent plus ou moins des biens et services, ou est-ce qu'ils achètent est-ce qu'ils ont un droit sur la société. Vous comprendrez ici que les tokens de gouvernance ont un statut un petit peu spécial. Quand j'achète un token de gouvernance, même sur quelque chose qui est excessivement décentralisé, et bien du coup, il faudrait que vraiment ce truc soit décentralisé à 100%, parce que sinon, ceux qui ont les gros tokens et qui ont la gouvernance sur le projet, enfin, vous voyez que ça pose des questions vraiment sur le droit de vote, sur toutes ces choses-là, qui n'ont jamais été posées en fait. Donc du coup, ce procès va répondre à beaucoup de questions. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc gros point là-dessus, gros point sur ce fameux procès. Malheureusement, on pensait avoir une résolution ici rapidement, courant juillet. Courant juillet, on avait des bonnes chances de terminer en août, mais vous voyez que des nouvelles motions ont été déposées, donc ça va encore s'étaler dans le temps. Normalement, ça devrait être la dernière, c'est-à-dire que il ne sera plus possible dorénavant après d'apporter des nouveaux éléments. Ensuite, voilà, on a fait le tour, je pense. On a fait Bitcoin. Les news, on va dire que c'était la SEC, puisque comme je vous dis, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. On a fait le tour, oui, je pense. Ouais. Combien on a liquidé là ces derniers temps, juste par curiosité, 152 millions hier. Vous voyez que seulement 3 millions sur Ether, donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Hier, j'ai parlé d'un éventuel trade qui partait en FOMO sur Ethereum, et c'est plutôt une bonne chose. Si ce trade part en FOMO, ça veut dire que on n'aura pas forcément, enfin si c'est le cas, si vraiment c'est ce qu'on voit se dessiner, on n'aura pas forcément ici on n'aura rien de raisonnable, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, si vous voulez, si y a FOMO, il y a FOMO, et c'est super, c'est les moments qu'on attend. Nous, on veut de la FOMO, on veut être dans le train au moment où il y a de la FOMO, on veut y rentrer avant, tout simplement, et on veut déjà y être et être prêt à partir au moment où il y a de la FOMO. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc grosse vidéo ici sur la SEC contre XRP. Vous comprendrez que ça a des enjeux qui sont vraiment importants. Pour moi, voilà, il y a quelques narrations qui sont hyper importantes ici. Il y avait eu Tesla qui rentre ici et qui ici vend 10% de ses BTC pour tester le marché, et puis qui ici dit finalement ça pollue trop, on n'en veut pas. Donc Tesla c'était vraiment important parce que si on regarde la market cap de Tesla, c'est la 8e market cap mondiale. Vous voyez qu'avant on a quoi? Apple, Microsoft, Amazon, etc. C'est du même acabit si vous voulez que si Amazon disait nous on va commencer à acheter du Bitcoin ou à l'accepter. Donc voilà, vous voyez que Bitcoin est 13e. Donc ça c'était vraiment une narration vraiment importante. Il y a eu l'inflation à partir du moment où la Fed a commencé à réaugmenter ses taux, bien évidemment, dans les grosses narrations. Il y a eu quoi? Il y a eu probablement un ETF spot, c'est-à-dire on n'a pas accepté, la SEC a toujours refusé ici à Grayscale de monter son ETF spot, et donc du coup tout ça nous a donné, à la fois avec ce procès XRP contre la SEC, nous a donné un cycle un peu bizarre avec ce double sommet où il n'y avait pas vraiment de blow off top, c'est-à-dire il n'y a pas eu de FOMO, il n'y a pas eu de réel FOMO. Bon, on était aussi dans une situation un petit peu de crise au sens où les retail n'avaient pas forcément, avec l'inflation etc, n'avaient pas forcément l'épargne pour rentrer sur ce truc-là, donc on a eu une vague qui était semi-institutionnelle
institutionnelle, mais elle était mi-figue, mi-raisin. Elle est pas vraiment rentrée comme on aurait voulu. Est-ce qu'on serait pas finalement dans un cycle où là, la demande institutionnelle va revenir suite à plusieurs choses, et pour moi, ça va être notamment ces narrations-là qui vont jouer, c'est-à-dire l'inflation, on la suit tous les jours, hein, vous voyez que je vous en parle beaucoup. En gros, Tesla a vendu, mais est-ce qu'ils sont pas en train de racheter? On le saura au prochain trimestre. Et également, est-ce que d'autres sociétés assez forçues en termes de coronest ne sont pas en train de rentrer sur Bitcoin? C'est ce qu'on verra au prochain trimestre. Et troisième chose, l'ETF spot, voilà, ça on sait pas trop. Pour l'instant, on sait que ça va peut-être durer un petit peu, puisque Grayscale est en train de menacer la SEC de faire un procès. Je sais pas s'il est encore déjà allé au procès, parce qu'il leur refuse tout simplement l'ETF spot Grayscale. Donc ça, c'est important à comprendre aussi, mais toutes ces narrations-là, pour moi, sont un tout, qui peuvent soit libérer le prix pour éventuellement aller sur un blow-off top et une vague haussière beaucoup plus importante, soit le plomber, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit compliqué, voilà, d'imaginer des nouveaux ATH, en tout cas dans les avenirs proches. Donc on suivra vraiment bien toutes ces narrations-là. Je m'arrête de parler, je coupe là, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, et éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description de la vidéo. Mettre un pouce bleu, bien sûr, parce que c'est la base, et puis également mettre un commentaire d'encouragement si ça vous a plu. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés ou autres un commentaire à la con en fin de vidéo. Le commentaire à la con du jour sera est-ce que vous êtes plutôt dans vos voitures, boîte manuelle ou boîte automatique? Donc vraiment une question à la con, comme on les aime. Et voilà, ça sera la question à la con du jour. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC, et bonne fin de week-end à vous tous. À bientôt. Ciao.